Eh bien non, ce n'est pas les vacances, comme il semble que ça se déroule ainsi. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter François Bricaire, qui est le chef de service de médecine, infectieuse et parasitologie de l'hôpital, qui est une référence, si je peux me permettre, sur ces questions, et qui a bien voulu se prêter à un travail tout à fait considérable pour nous permettre de placer l'ensemble de ces questions finalement quasi méconnues et considérables des petits organismes, des petits germes qui non seulement nous entourent, mais qui font partie de notre corps. On dit que nous véhiculons de 10 à 100 cellules de cet ordre pour une cellule humaine. On dit même que les bactéries, par exemple, représentent un organe réel de notre corps, permettant la digestion, l'intégration des aliments, permettant le développement du système immunitaire, s'intégrant à notre bagage génétique. Alors, davantage même qu'une proximité, c'est une intimité, c'est un entrecroisement et une relation permanente que l'on considère toujours du côté négatif, alors que ce n'est pas seulement ça. En tout cas, je suis frappé par la méconnaissance que nous avons de notre intimité avec ces petits organismes dont l'approche par les êtres humains remonte à l'Antiquité pour une part, mais c'est vraiment dans le dernier siècle que l'on a pu avancer dans leur connaissance et leur reconnaissance. J'ai donc proposé à François Bricaire un travail considérable qu'il a été suffisamment aimable de bien vouloir réaliser, ce qui lui a pris quand même beaucoup de temps, et le choix a été de ne pas chercher un historien de la question, mais un clinicien. Donc, un historien aurait pu faire un certain nombre de positionnements différents, mais je crois que, comme nous sommes ici d'abord portés sur ces réalités cliniques, je crois que le départ de ce côté-ci est bien plus profitable. Alors, il va effectuer un vaste tour, ce dont je remercie à nouveau par avance, pour nous permettre de nous positionner. Vous allez voir que c'est effectivement là aussi d'un voyage et d'un décentrement dont il s'agit. Bien, je voudrais d'abord remercier mon ami Guillardi de cette invitation qui est effectivement initialement une certaine provocation, parce que quand il est venu me voir pour me demander de traiter de l'histoire de l'infectiologie, j'ai d'abord répondu avec beaucoup de réticence à un faible oui. Oui, parce que tout de même j'étais intéressé, que je trouve que c'est intéressant de se référer à l'histoire quand on parle d'un certain nombre de choses, dont les maladies infectieuses, et c'est vrai que on vit dans un monde d'infectiologie, je vais essayer de vous le montrer, et où toute l'évolution du monde se centrait beaucoup sur l'infectiologie, que finalement le reste des spécialités, je vais défendre un petit peu ma spécialité, mais le reste des spécialités n'est venu que, j'allais dire, secondairement. Et donc je me suis pris au jeu, et j'ai un petit peu travaillé. Mais comme on vient de vous le dire, je suis clinicien, je ne suis absolument pas historien, ce qui veut dire que je vais vous demander une très grande indulgence, que je vais vous raconter un certain nombre de choses
en les recentrant parfois sur des aspects plus récents de l'infectiologie, puisque comme ça tout s'enchaîne et tout se comprend mieux. Mais un historien y justifie mieux sans doute que je ne peux le faire un certain nombre de choses dans les recherches documentaires et surtout probablement dans l'exposé des choses. Alors je vous propose d'aller dans cette excursion d'infectiologie dans l'histoire à travers plusieurs aspects que je vous montre dans ce plan, qui est un petit peu artificiel. On aurait pu aussi le faire de façon beaucoup plus chronologique, mais je pense qu'il est intéressant d'abord de regarder un peu ce qu'est le monde infectieux et ses origines, c'est-à-dire bactéries, virus, parasites et champignons, de voir ensuite l'histoire du phénomène infectieux tel qu'il est vécu depuis les temps les plus anciens jusqu'à récemment, et les choses évoluent, et on le voit très bien, ont évolué encore très récemment, pour passer ensuite alors à un descriptif plus historique avec des visions plus infectiologiques à travers les risques de l'infectiologie, les pandémies en particulier, ou les épidémies en tout cas, et plusieurs exemples que vous voyez déjà figurer ici, classiques bien évidemment comme peste et choléra, mais peut-être aussi moins classiques comme la Suède ou des aspects plus récents jusqu'aux fameuses SRAS. Et puis, on peut aussi évoquer certains aspects de l'infectiologie à travers l'homme, c'est-à-dire soit des grands médecins qui ont aidé beaucoup à l'évolution de l'infectiologie, c'est-à-dire souvent assez récemment, mais pas forcément. Et puis tout ce qui tourne autour d'hommes célèbres, et puis des actions de l'homme et des rencontres de ce fait avec l'infectiologie. Et puis pour terminer, bien évidemment, toute l'histoire de la lutte anti-infectieuse, qui est une histoire essentiellement récente, comme on l'a évoqué aussi, avec bien sûr les anti-infectieux, et dont certains ne sont que d'une histoire extrêmement récente. Alors, quand on parle d'un problème, j'aime bien qu'on se réfère toujours à ce qui peut être définition, et les définitions des maladies infectieuses, je les ai un petit peu regardées à travers un dictionnaire que j'aime bien, qui est un dictionnaire historique, mais un dictionnaire que je crois reconnu comme de qualité, qui est le Littré, et vous voyez que l'infectiologie vient du terme inficere, qui est gâté, et on voit très bien déjà l'image à travers cette définition de l'infectiologie qui abîme, et au moins temporairement, l'organisme humain. Et puis, quand on regarde d'autres sources, le Larousse en particulier, eh bien, altération produite dans l'organisme par les miasmes. Et on va arriver très, très naturellement à cette utilisation du terme de miasme qui est bien entendu très ancienne et qui va rester extrêmement longtemps et qui perdure encore, éventuellement, lorsque l'agent infectieux lui-même n'est pas parfaitement défini. Alors le monde microbien et son ancienneté, incontestablement, oui, c'est très difficile pour un néophyte comme moi d'aller chercher des sources et pour essayer de trouver à quand remonte l'origine du monde infectieux. Mais c'est sûr que le monde infectieux est très proche de l'origine de la vie, et si on essaie de mettre quelques dates qui automatiquement sont très approximatives, et bien si on regarde l'origine de la Terre et si on regarde l'apparition de la vie sur cette Terre et qu'on voit les premiers micro-organismes et qu'on essaie d'y trouver là les premiers agents microbiologiques, eh bien les chercheurs ont trouvé un certain nombre d'éléments pour dire que les premières bactéries sans doute sont apparues dans cette période très très ancienne, puisque ça remonte à peu près 3 milliards d'années.
il y a eu, semble-t-il, un certain nombre de réactions chimiques et puis l'apparition de ce qu'il est appelé la soupe primordiale. Alors c'est parfait parce qu'on peut y trouver ce qu'on a envie d'y trouver. Et vous allez voir que si dans cette soupe primordiale va pouvoir émerger les micro-organismes bactériens, eh bien on y verra aussi discuter l'apparition des micro-organismes de type virus. En tout cas, ce qui est peut-être intéressant, c'est que c'est autour de l'acide ribonucléique que les bactéries semblent initialement s'organiser avec ce qu'on appelle des archaïbactéries, qui dit bien ce que ça veut dire, qui synthétisent un certain nombre de protéines, et des bactéries qui sont dites hyperthermophiles, donc très sensibles à la température, et qui vont survivre grâce à des enzymes, et en particulier, je vais noter celle-là parce qu'elle m'intéresse d'autant plus, ce sont les gyrases, dont on sait qu'elles sont extrêmement importantes dans les moyens d'efficacité de certains antibiotiques, dont les quinolones, qu'on utilise beaucoup actuellement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cet acide ribonucléique, au cours du temps et au cours de l'évolution, s'est révélé finalement pas très bien pour que les bactéries puissent évoluer et survivre. Et donc l'ARN, qui était considéré qui était instable, a été évacué progressivement, et tout est centré à ce moment-là sur l'acide désoxyribonucléique, c'est l'ADN qui prend le dessus et qui va, à partir de cela, rester l'élément dominant, et qui reste actuellement l'élément dominant. Donc ces archaïbactéries, pour rester dans les bactéries, sont soit des organismes extrêmement simples initialement, sans noyau, c'est les prokaryotes, soit un peu plus tardivement des organismes qui acquièrent un noyau avec les capacités qu'induisent le noyau, et ce seront des eucaryotes, donc des organismes un peu plus compliqués. Alors, dans ces bactéries, ce qu'on peut surtout dire, c'est que elles sont indispensables à la vie, et que très tôt, on le voit, elles sont nécessaires au développement et à l'organisation de la vie, et que c'est à partir de ces bactéries que d'autres organismes vont apparaître, aussi bien des plantes que des animaux. Et comme l'a dit M. Guillardi, nous avons besoin de ces bactéries qui sont en beaucoup plus grand nombre que nos cellules. Et donc, quand on voit essentiellement et on regarde et on se focalise sur les bactéries désagréables, les mauvaises bactéries, eh bien, on doit aussi, mais c'est très à la mode maintenant, regarder les bonnes bactéries. Et quand on parle de probiotiques, tous les journaux actuels font valoir la qualité des probiotiques, la nécessité de respecter la flore. L'écologie est venue là illustrer l'intérêt de la bactériologie et de l'équilibre de cette microbiologie à l'intérieur de notre organisme. Alors, une petite dérive pour dire que beaucoup plus tardivement, effectivement, on va pouvoir observer ces premières bactéries, et c'est grâce à la découverte du microscope par Galilée et les adaptations successives que vous pouvez voir à travers un certain nombre d'autres personnes que, eh bien, on va arriver à observer pour la première fois aux alentours de 770-775 un certain nombre de micro-éléments. Et curieusement, alors je ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est un drapier hollandais qui ne va pas avoir grand-chose à faire que d'essayer de regarder un certain nombre d'éléments, et qui, à travers cet appareillage un peu primitif, va décrire spermatozoïdes, globules rouges, protozoaires. Et effectivement, j'ai repris un texte écrit par ce drapier de Delft qui avait analysé pour la première fois dans une infusion de poire, je ne sais pas pourquoi non plus, mais il décrit très bien, alors je ne sais pas si je dois vous le lire ou vous laisser le lire, mais il décrit très très bien, avec cet émerveillement, les éléments qu'il voit en observant à travers l'objectif, et c'est
plus grand plaisir de voir plusieurs milliers de créatures dans une gouttelette d'eau se déplacer les unes parmi les autres. Alors, je ne sais pas, ça devait être sans doute des leptospires, ou en tout cas des spiroquettes, pour qu'ils voient se balader avec beaucoup de rapidité ces milliers d'éléments. Alors, ça, c'était pour les bactéries. Maintenant, si on passe au virus, c'est pas très clair du tout. Pourquoi ? Parce qu'on repart de la soupe primordiale, et à partir de là, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Enfin, quand je dis on, hein, excusez-moi, c'est immodeste, parce que c'est ils, les gens qui cherchent un peu là-dessus, pour s'apercevoir qu'on est obligé de mettre en place diverses théories pour expliquer comment sont apparus les virus ou comment ils ont pu s'exprimer. Alors, il y a une théorie très ancienne qui laisserait supposer que les virus sont apparus à peu près au même moment et en concurrence avec les bactéries, et avec un ancêtre commun. Et en fait, selon la théorie darwinienne, ont été rejetés. Donc il a fallu choisir, entre guillemets, entre bactéries et virus, et sur les bactéries qu'on gagnait. Mais ils ont trouvé, ces virus, le moyen de survivre en s'implantant dans un certain nombre de cellules. Et alors j'aime bien, je l'ai marqué en bas de cette première hypothèse, certains y ajoutent, dans une théorie vraiment très très darwinienne, on paie le prix de cette exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, les virus sont là pour nous embêter, alors que les bactéries, elles, comme je viens de le dire, sont là essentiellement et principalement pour nous aider. Alors je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais enfin, c'est au moins amusant. Deuxième possibilité, c'est une apparition un peu plus tardive, avec là, au moment où les choses se mettent en place, où les bactéries se mettent également en place, eh bien, il y a des éléments d'acide nucléique qui constituent soit des plasmides, soit ce qu'on appelle des transposons, et certains de ces fragments d'acide nucléique vont s'isoler pour devenir des virus, puisque le virus n'est jamais qu'un acide nucléique essentiellement, autour duquel se placent quelques protéines pour constituer la partie périphérique de ces virus. Et puis alors il y a une théorie plus tardive encore qui laisserait supposer que c'est un peu plus... une fois que les choses se sont mises en place sur le plan bactérien, que les virus se sont isolés et qu'ils ont perdu un certain degré d'autonomie. Cette troisième théorie est plus douteuse et en tout cas moins défendue à travers les documents que j'ai pu constater. En tout cas, dans virus, il y a en grec ios, poison. Donc vous voyez, on positionne bien le caractère franchement négatif du virus. Et puis en fait, après, il n'y a rien. On ne trouve rien sur la virologie. C'est vrai que la virologie ne trouvera son expression que très récemment. Les virus qui sont dits ces agents infectieux filtrants ou ultra-filtrants, c'est à la fin du 19e. Le premier à avoir vraiment travaillé sur un virus, qui est celui de la mosaïque du tabac, c'est 1887. Et puis, il faut attendre la Première Guerre mondiale pour qu'on parle avec Derel de bactériophages, ces éléments virus qui sont susceptibles d'agresser les bactéries. Petite parenthèse intéressante, à l'heure où on a de moins en moins d'antibiotiques, on est en train de reparler des bactériophages comme étant susceptibles d'aider à la lutte anti-infectieuse et antibactérienne en particulier. Et en fait, la virologie, c'est quelque chose de très récent. Le premier virus réellement isolé, c'est 1933, avec le virus de la grippe. Et puis ensuite, on parle d'acide nucléique et on voit les virus être décrits en 1950. Et on le verra tout à l'heure, les premiers antiviraux, c'est extrêmement récent, après 1960. Alors on continue notre excursion et on passe aux champignons. Alors là, c'est déjà beaucoup plus récent. Je ne sais pas si vous voyez bien cette échelle de temps. Hein. J'ai essayé parce que les échelles de temps à cette distance, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Donc j'ai essayé de les situer. Alors,
Tout à l'heure, quand je parlais des bactéries, on était dans cette zone-là, 3 milliards 500 millions d'années. Et là, maintenant, quand on parle champignons, on va se trouver dans ce qu'on appelle le Cambrien, moins 542 millions d'années. Et le Cambrien, c'est là, ce qui, sur l'échelle globale, correspond à la petite tache verte au bout de la flèche. Donc, vous voyez, c'est extrêmement récent. Donc, dans ce récent, c'est clair, ça correspond en fait à toute une explosion de toute la vie, de tous les éléments. Il y a les champignons, mais il y a les végétaux, etc. Donc, il y a des très vieux champignons dont le nom est Chytriomycota, dont on trouve le terme de mycose. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on voit là déjà l'organisation de la vie avec un élément qui est fondamental et qui reste aujourd'hui fondamental, c'est l'équilibre entre les champignons et les bactéries. Il y a un équilibre qui s'établit à partir de ce moment-là. Toute destruction bactérienne va favoriser le développement de la mycologie et, à contrario, la lutte contre les champignons favorise les bactéries. Et on s'en sert, puisque les antibiotiques, la majorité des premiers antibiotiques sont issus des champignons, d'une part, pénicilline, pénicillium, on le reverra tout à l'heure, bien sûr, mais à contrario, quand on prend des antibiotiques, chacun sait qu'on développe ou qu'on risque de développer des mycoses, et c'est un des premiers effets indésirables de l'antibiothérapie. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, la mycologie apporte des organismes, des micro-organismes utiles. On retrouve l'utilité comme on l'avait avec la bactériologie. Alors pour les parasites, par contre, si on cherche quelque chose d'utile, on a beaucoup de mal. Alors d'abord, les parasites, c'est beaucoup plus récent. On est dans l'évolution du micro-organisme déjà très développé, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus gros, beaucoup plus difficile à analyser, et d'ailleurs, entre parenthèses, beaucoup plus difficile à combattre. Et ces organismes récents et compliqués, j'ai regardé, parce que je voulais quand même vérifier, est-ce qu'on peut trouver un intérêt à un parasite? Eh bien, je n'ai pas trouvé. Bon, le parasite, par définition, c'est celui qui vit aux dépens de l'autre qui l'accueille. Il est là pour en profiter suffisamment, mais pas trop, car s'il en utilise trop, il tue son hôte et il meurt avec, ou il est obligé de changer d'hôte, donc il n'a pas intérêt à tuer son hôte. Le bon parasite est un parasite qui respecte son hôte. Mais il y a quand même des parasites qui sont désagréables suffisamment, comme le paludisme, pour tuer son hôte, ce qui est une parfaite erreur de base. Si on regarde un petit peu aussi dans l'histoire, il y a des choses intéressantes. Trouvez ça, alors je vous le rapporte, c'est que quand on explore un certain nombre de cavernes dans le monde, dans différents continents, on trouve des fossiles, non pas de parasites, mais de vecteurs qui servent à transférer des parasites, et en particulier des phlébotomes. Les phlébotomes qui correspondraient à cette période qui est marquée en violet, qui est le Trias, alors encore plus récent. Le Cambrien, c'était là. Le Trias, c'est là-bas. Ça ne fait jamais que moins 200 millions d'années, pas davantage. Et là, on trouve, et ça permet aux parasitologues de remonter la chaîne de ces parasites, de remonter la chaîne de ces vecteurs, et de faire l'analyse de la dérive des continents. Là aussi, ne me poussez pas dans mes retranchements, je ne sais pas trop pourquoi, mais à ce moment-là, ça correspond très bien, m'a dit une spécialiste de ces explorations en caverne, à la séparation de l'Afrique et de l'Amérique, et un peu plus récemment, de la séparation de Madagascar du continent africain. Et actuellement, il y a des explorations qui sont menées en Asie, en Thaïlande, au Laos ou en Birmanie, dans ces grottes où on retrouve effectivement un certain nombre de ces fossiles qui sont passionnants, dit-on. Juste une petite excursion littéraire sur les parasites.
pour citer Dostoïevski avec la description des trichines. Et je trouvais, là aussi, c'est assez joli, on se régale quand on est infectiologue de voir ce genre de description des trichines microscopiques qui s'introduisent dans l'organisme humain. Et les individus, c'est ça qui est amusant, qui en étaient infectés, devenaient à l'instant même déséquilibrés et fous. Alors, la trichinose, ça donne des symptômes d'édème des mains, d'édème de la face. Je ne sais pas si c'est ça qui entraîne la folie. J'en suis pas sûr, mais enfin, en tous les cas, le descriptif était amusant. Alors voilà, je m'arrête là sur l'exploration des périodes très anciennes des micro-organismes et on va passer à la deuxième étape qui est l'histoire de l'infectiologie, des infections en général, du phénomène infectieux. Et là, on est avec des recherches qui mènent vers des textes anciens, mais essentiellement, il faut bien le reconnaître, grecs. Alors peut-être que c'est parce qu'on ne connaît pas bien, ou que nous, en Europe, on ne connaît pas bien ce qui vient de l'extrême Est, mais globalement, c'est quand même la Grèce qui, en infectiologie, je ne parle pas en médecine, je ne parle que de l'infectiologie, va être un petit peu meneuse. L'école ionienne, Thalès de Milet, qui est bien connue, et qui va aboutir à cette notion fondamentale qui va durer pendant des siècles et des siècles, qu'est la génération spontanée. Les agents infectieux, les miasmes, tous ces trucs-là, ou tout ce qui pourrait être approché de ces miasmes, c'est une génération spontanée, c'est-à-dire que c'est la chaleur, le soleil et l'air qui aboutit à voir se développer ces miasmes. Donc, on est avec très vite Aristote, moins 350, qui lui essaie de définir la valeur et comment cette génération spontanée se fait-elle. Il faut un principe dit passif qui est la matière, et là-dessus, un principe actif qui met la matière en forme et qui aboutit à cette génération spontanée. Le phénomène infectieux, on le dit, on le redit, et moi j'aime bien l'exprimer régulièrement à l'heure actuelle dans tous les topos qu'on fait sur les infections émergentes. Nous vivons dans un monde infectieux. C'est une banalité, mais qui a été beaucoup oubliée. Et elle a été en particulier oubliée par certains, il y a une trentaine d'années, qui considéraient que l'infectiologie n'existait plus, car on avait tous les moyens de lutter contre les ensembles des agents infectieux. Ce qui est une erreur fondamentale, on le démontre maintenant, mais en 1970-1980, il serait intéressant de regarder les articles de presse et les décisions dans nos hauts ministères pour voir que l'infectiologie était considérée comme une spécialité moribonde. On vit dans un monde infectieux. Les bactéries, les virus, les parasites, et ce sont des organismes vivants. Un organisme vivant n'a qu'un objectif, survivre. Donc il mettra tous les moyens nécessaires pour survivre. C'est comme ça qu'on voit les résistances apparaître. Cette survie est bien entendu dépendante d'une adaptation permanente. C'est ce que font les bactéries, c'est ce que font les virus, c'est ce que font les parasites et les champignons, d'où la résistance des agents infectieux. Deuxième notion, il y a cet élément qui est fondamental dans l'expression de l'infectiologie, c'est ce qu'on appelle la relation hôte-parasite. Tout est dépendant de cet équilibre ou de ce déséquilibre entre l'hôte, en l'occurrence l'homme, mais l'animal également, et le parasite au sens général, c'est-à-dire l'agent infectieux. Et de cet équilibre dépend l'expression d'une maladie infectieuse, et dépend aussi l'évolution d'une maladie infectieuse. Si dans ce combat qui existe entre l'hôte et le parasite, c'est l'hôte qui gagne, on guérit. Si c'est l'hôte qui perd, on meurt. Et entre tout ça, vous pouvez imaginer tous les éléments plus ou moins longs d'évolution d'une maladie. Ce qui veut dire que, sans entrer là, parce que ça ne fait pas partie de l'histoire, mais
c'est l'immunologie qui se positionne, c'est la qualité de la défense de l'organisme à travers tous les systèmes d'immunité qui permettent d'aboutir à cette variation de la relation hôte-parasite. Ce qui veut dire qu'il y a des terrains qui vont favoriser certaines évolutions, l'âge en particulier, et qui vont agir aussi sur la mortalité. Et puis, ce qui n'est pas souvent connu, alors il faut faire très attention quand on aborde ce genre de sujet aujourd'hui, le politically incorrect arrive très vite, mais il y a des populations qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres à certaines maladies infectieuses. Quand les Indiens d'Amérique du Sud ont été envahis par les Espagnols, ils ont payé un lourd tribut à la variole. L'arrivée du virus de la variole a été pour eux une catastrophe, car les Indiens sont très sensibles, encore plus que les Européens, au virus de la variole. Ce qui se sait moins, mais c'est classique pourtant, c'est que les anglo-saxons sont beaucoup plus sensibles au streptocoque de la scarlatine qu'un Italien ou un Espagnol. Et dans les formes sévères de scarlatine, il faut regarder du côté du nord de l'Europe et de l'Angleterre. De même, les sujets de race noire, c'est bien connu aussi en maladies infectieuses, sont très sensibles au pneumocoque. On a toujours appris, on l'apprend moins parce que c'est politiquement incorrect, mais il y avait un de mes patrons qui disait le pneumocoque est à l'africain ce qu'il est à la souris. Alors, vous savez, on apprenait le pneumocoque tue la souris en 24 heures. On apprenait ça. Eh bien, une pneumonie à pneumocoque chez un Africain, si vous ne donnez pas de la pénicilline dans les 24 heures, ça va se passer très mal. Beaucoup plus mal que chez un sujet européen. Donc, il y a des trucs qui sont encore mal éclairés, mais qui sont en cours d'élaboration, et on a déjà des réponses scientifiques, ce n'est pas mon propos là. De même qu'il y a des populations en Afrique qui se protègent, qui sont protégées contre le paludisme, parce qu'ils ont des facteurs sanguins, des groupes sanguins un petit peu différents, qui rend les globules rouges beaucoup moins sensibles à l'action de Plasmodium falciparum. Dans cette histoire d'infectiologie et du monde infectieux, on arrive bien évidemment à la fièvre, ou pas plus exactement aux fièvres, car on ne parle pas de fièvre, on parle des fièvres. Et les fièvres, c'est tout, c'est n'importe quoi, c'est tout ce qui entraîne une augmentation de la chaleur locale, appréciée d'ailleurs de façon tout à fait peu efficace, simplement, semble-t-il, par le fait qu'on remarque que les gens sont plus chauds, avec cette notion et ces descriptions dans les textes de rougeur, de chaleur, et qui a peut-être entraîné une justification dans les saignées, qui ont perduré pendant des années. Il est chaud, il est rouge, on va lui en retirer du sang, ça va aller mieux. D'où la nécessité des saignées. Puis ensuite, il y a toute cette analyse des fièvres qui se fait selon différentes façons. Alors on va définir au fur et à mesure du temps les fièvres par leur provenance. C'est la fièvre des marais, la fièvre des tranchées, la fièvre des montagnes rocheuses, etc., comme vous voulez voir. Ou bien des descriptions sur la forme de la fièvre. Les fièvres tierces, les fièvres quartes, dans le paludisme, ou les fièvres récurrentes, les fièvres rémitantes, etc. Et puis ensuite les dénominations à travers de ce qu'on constate. La rougeole. On est tout rouge, j'ai la rougeole. On a les grosses parotides, c'est les oreillons, et les maladies infectieuses se décrivent aussi à travers cela. Ce que je voudrais dire, c'est que finalement, le phénomène infectieux a été tellement important qu'il a dominé le monde pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'on arrive à une efficacité de lutte anti-infectieuse. Car toute la mortalité, ou presque, sera dépendant des maladies infectieuses, avec un freinage de la démographie, un frein à la démographie qui sera absolument considérable. Alors c'était peut-être une bonne façon aussi, diront certains, d'équilibrer la démographie dans le monde. Il fallait une bonne épidémie, et puis ça allait mieux. Ou ça allait mieux, enfin, il y avait moins de monde en tout cas. Et en tout cas, cette démographie, on ne verra réaugmenter que le jour où on pourra efficacement
lutter contre les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, on peut les retrouver comme étant responsables de pathologies sans doute assez anciennement à travers des analyses. Alors je vous ai marqué 2-3 choses que j'ai trouvées sur les os des dinosaures, dont certains sont attaqués vraisemblablement par de la tuberculose ou de la mycobactérie. En tout cas, on voit des lésions de nature infectieuse dans ces os. Ou bien alors, on va trouver de façon un petit peu différente là encore des fossiles de mouches, qui sont les mouches tsetse, c'est-à-dire celles qui transmettent la trypanosomiase, hein, des simuli, et qui correspondent à des agressions vis-à-vis de certains animaux, et comme animal caractéristique qui ne supporte absolument pas la trypanosomiase, c'est le cheval. Partout où il y a de la trypanosomiase, où il y a de la trypanosomiase, il n'y a pas d'équidés ou pas de chevaux. Vous prenez l'Afrique centrale, équatoriale, et il n'y a pas d'équidés parce qu'il y a de la mouche tsetse. Et donc on peut faire des parallèles entre l'évolution de certaines pathologies et l'évolution de certaines espèces animales. Donc j'ai marqué espérance de vie égale diminution des maladies infectieuses, nous en avons déjà dit un mot. C'est les épidémies, les pandémies, et j'y reviendrai, par opposition aux cas sporadiques qui finalement n'ont été décrites que beaucoup plus récemment. Le cas sporadique, dans les textes anciens, ça n'apparaît pas spécialement, ça n'intéresse personne. La virose transitoire ou la méningite, même on n'en parle pas tellement. Ce qui perturbe et préoccupe, c'est ce qu'on va voir quasi immédiatement, c'est le phénomène épidémique et a fortiori le phénomène qu'on pourrait qualifier de pandémique. Alors, quand on parle de monde infectieux, de phénomène infectieux, j'aime bien qu'on rende hommage à ce monsieur qui est Charles Nicolle. Charles Nicolle est un pastorien d'origine rouennaise qui a fait une grande partie de sa carrière comme directeur de l'Institut Pasteur de Tunis et qui a écrit en 1930-1933 beaucoup de choses absolument extraordinaires sur les maladies infectieuses. Il avait tout compris avant tout le monde. Il l'a écrit de façon tout à fait magistrale. Et je vous cite quelques-uns de ces propos. Les maladies infectieuses sont les compagnes constantes de notre vie. Ça peut paraître complètement banal, mais c'est pas mauvais de temps en temps de le rappeler. Deuxièmement, les migrations humaines importeront en tout pays les maladies humaines et animales de chaque région. L'œuvre est déjà avancée, 1933, elle est assurée d'avenir. C'est qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui avec les maladies émergentes, et on a donc la réponse. Il y aura donc des maladies nouvelles, c'est un fait fatal. Et effectivement, ce caractère cyclique des maladies peut aussi être illustré à travers les propos de Charles Nicolle. Les maladies infectieuses, il en aidera de nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques-unes. Celles qui subsisteront ne se montreront plus sous les formes que nous leur connaissons aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. Les maladies émergentes ou réémergentes, sur lesquelles on insiste, c'est exactement ça. D'abord, elles ont disparu éventuellement ou régressé, elles réapparaissent. Certaines étaient complètement inconnues et on les constate. Et surtout, elles s'expriment de façon différente de ce qu'on a pu observer il y a X années. Et le meilleur exemple de cette évolution cyclique, c'est probablement cette fameuse grippe dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé, sur les pandémies qui se succèdent les unes des autres, et où, à partir d'un nouveau variant viral de grippe, on va avoir un phénomène pandémique parce que la population humaine ne connaît pas ce virus, n'a pas la protection nécessaire et va se laisser envahir. Et puis après, les quelques petites mutations du virus vont faire des petites épidémies, mais partielles, beaucoup moins importantes, parce que la population est en partie protégée, jusqu'au jour où réapparaît un nouveau variant complètement différent, qui va aussi provoquer un phénomène pandémique comme ça tous les X années. Le seul problème, c'est que X reste inconnu et qu'on est incapable de prévoir à partir de quand pourrait réapparaître un phénomène pandémique et avec quel type de virus.
Et quand on parle d'infection émergente, eh bien, c'est vrai, il y a cette relation équilibre agent microbiologique et humain, haute, mais maintenant, il y a cet élément supplémentaire extrêmement important qui est apparu progressivement au fil des années récentes et qui maintenant est franchement exprimé, qu'est l'environnement. Alors on est dans l'histoire très récente peut-être, mais elle est importante car l'environnement va conditionner beaucoup de choses de l'évolution des maladies infectieuses. Quand on parle de maladies émergentes, il y a tout un tas de facteurs qui vont faire que ces maladies vont pouvoir ou non s'exprimer. Vous les voyez, bon, il n'y a pas tout, hein, mais il y a beaucoup de ces éléments qui sont marqués ici, que ce soit les guerres et les catastrophes très classiques et qu'on verra dans certaines illustrations qui vont favoriser le développement de pathologies infectieuses, que ce soit les modifications climatiques dont on parle beaucoup et qui vont provoquer des facilitations de vecteurs qui vont transmettre des maladies infectieuses, puis tout ce que vous voyez de déplacement humain, de modifications écologiques. Je vous donne un exemple qui est classique, mais qui est complètement symbolique de ces modifications, éventuellement créées complètement par l'homme. C'est les modifications climatologiques qui ont été observées à la suite de la construction du barrage d'Assouan. Et ce qui se vérifie avec d'autres constructions de barrages en Afrique et qui pourrait bien se vérifier aussi en Chine. En tout cas, on sait très bien que quand on a construit Assouan, eh bien, comme conséquence négative, il y en a eu quand même quelques-unes par rapport à tous les éléments positifs de la construction d'un barrage, on a vu se développer la bilharziose, car les coquillages qui transmettent les bilharzies se sont développés de façon considérable dans tout le bassin du Nil et dans le barrage. Et là où ça devient encore plus diabolique, c'est que pour traiter la bilharziose, on utilisait un produit qui s'appelait l'ambilard, qui se faisait en injectable, et donc avec des seringues qui, manipulées en Égypte, n'étaient pas parfaitement dans les règles de l'art, et on a vu donc se développer l'hépatite C post-thérapeutique de la bilharziose, et l'Égypte actuellement est un des pays les plus préoccupés par le nombre d'hépatites C qui vont devoir prendre en charge et traiter. Alors les émergences virales dans les 50 dernières années, là je suis dans l'histoire très récente, ben, vous voyez que c'est là où vous voyez que la virologie explose en termes de possibilités d'isolement de virus, avec plein de virus qui sont isolés dans le monde, certains dont on a beaucoup parlé, le VIH, le virus Lassa, le virus Ebola, bien sûr, mais d'autres qui n'ont pas beaucoup, pour le moment, pris l'actualité en première position, mais qui pourraient un jour le faire. Hein. Le virus Machupo ou Guanarito en Amérique du Sud, il suffirait que les conditions climatologiques, développement d'un vecteur ou d'un réservoir animal soient favorables, et on peut voir sortir un tel virus responsable d'une épidémie qui pourrait s'étendre compte tenu des facilités de déplacement de l'homme. Alors, risque infectieux épidémique maintenant. On a vu le phénomène infectieux, maintenant on va passer à l'aspect, j'allais dire pratique, c'est-à-dire le développement des phénomènes épidémiques. Donc l'histoire, là, est vraiment en permanence avec des descriptions de ces phénomènes, des phénomènes épidémiques, à juste titre, puisque ça flanque une trouille pas possible aux populations qui sont concernées, et on comprend très bien, avec des agents infectieux qui sont supposés ces miasmes et qu'on l'on redoute, ces maladies contagieuses, car on s'aperçoit au fur et à mesure du temps, bien que c'est long, bien que c'est pas évident de s'apercevoir que la transmission de l'homme à l'homme se fait avec ces agents qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Donc depuis toujours, l'infectiologie a fait peur. Et actuellement, ça perdure. C'est génial pour les médias. L'apparition d'une maladie infectieuse, vous faites un tabac. Tout le monde a la trouille, tout le monde veut un vaccin, tout le monde veut comment va-t-on protéger, ça va nous tomber dessus, etc. Donc c'est un élément qui, sur le plan médiatisation, marche toujours très bien. Donc ces infections épidémiques
ont été repérés très vite quand même par les anciens, avec l'attribution à des miasmes. Donc dans le cadre de la génération spontanée, ce qui a compliqué bien entendu beaucoup la prise en charge, jusqu'à ce que Pasteur vienne, c'est donc récent, viennent dire non, attendez, arrêtons, la génération spontanée, ça n'existe pas, et par conséquent, il y a des agents infectieux qui se transmettent de l'homme à l'homme, de l'animal à l'homme, et qui se transmettent par différents moyens, l'air, la toux ou les contacts. Et la perception du risque infectieux va comme ça évoluer au fur et à mesure de l'histoire. C'est pour ça que de très anciens à très récents, eh bien, vous voyez que dans l'immédiat, on subissait. C'était la terreur. On n'avait pas de réaction particulière que de voir les gens autour de soi mourir du phénomène infectieux. Puis ensuite, bon, alors, on fait ce qu'on peut. On essaie au moins d'attribuer un agent causal en se disant que s'il y a un agent causal, on peut déjà essayer de réagir. Donc on fait face au destin, c'est-à-dire qu'en général, c'est la punition divine. Donc s'il y a une punition divine, au moins on peut prier, voire exorciser. Et puis ensuite, on se dit qu'on est face quand même à un agent qui n'est pas visible, malade, mais bon, on peut essayer de s'en protéger. Donc c'est ce qui va être mis autour de l'homme pour essayer de ne pas être concerné, pas être contaminé. C'est la protection non spécifique, et c'est l'apparition de l'hygiène. Et puis, ça sera ensuite, mais beaucoup plus récemment, la protection spécifique, c'est-à-dire les anti-infectieux, avant que, dans l'évolution des concepts, ce soit la nécessité de prévenir, d'où la vaccination. Et maintenant, mais c'est très récent, au-delà même de cette prévention, il y a l'anticipation complète, c'est-à-dire ce qu'aboutit aujourd'hui au principe de précaution, dont on pourrait dire beaucoup de choses avec tous les plans actuels de lutte contre les maladies infectieuses. Alors les pandémies en termes d'écrits, ben, il y a des textes très anciens qui sont intéressants. Alors c'est là où je me suis moi-même un peu frustré parce que j'ai trouvé des trucs... il faudra aller les lire. Hein. Il fallait retrouver des documents. Quand en Égypte, on décrit qu'il pourrait bien y avoir une relation entre la peste, les rats et les puces, parce qu'il y a beaucoup de rats, il y a beaucoup de puces. On sent bien qu'il y a des approches analytiques qui ne seront pas confirmées immédiatement, mais qui sont des approches, voilà. Et puis, dans les textes de type Ancien Testament, alors il y a cette punition divine de Dieu vis-à-vis des Philistins qui se sont permis de voler l'arche d'alliance au peuple élu, et à Ashod, où il y a beaucoup de souris et de rats, eh bien, Dieu envoie la peste pour punir les Philistins, qui seront obligés de rendre l'arche d'alliance au peuple hébreu. Alors, puisqu'on parle de pandémie, je veux juste faire une petite parenthèse sur la définition de la pandémie, parce que dans l'histoire très récente de la pandémie grippale, on a essayé de nous faire valoir qu'une pandémie avait une définition floue, qu'elle pouvait être modifiée, qu'elle pouvait être malléable en fonction des nécessités du moment. Or, la réponse, elle est sur le plan purement scientifique de la santé publique, très précise. Hein. C'est un agent infectieux qui peut être ancien et qui peut être nouveau, mais qui se répand dans le monde. Pandémie pour atteindre tout le monde, ou pour être susceptible d'atteindre tout le monde, c'est d'avoir une extension géographique suffisamment large, l'OMS ayant défini comme étant au-dessus de 2 continents, mais habituellement, normalement, c'est les 5 continents. Et bien entendu, on comprend, mais ce sont des corollaires, que c'est une population sensible qui est concernée, parce qu'elle n'a pas de moyens de défense. Et en tout cas, il n'y a aucune notion de gravité. On peut avoir une pandémie grave, c'est vrai, c'est sûr, mais on peut avoir une pandémie parfaitement bénigne.
Et c'est important peut-être à rappeler au décours de cette pandémie de grippe H1N1 qui a fait beaucoup discuter. Alors quand on a un phénomène pandémique, comment dans l'histoire a-t-on réagi? Au-delà de la surprise, de la peur, il y a souvent la dénégation, c'est rien, et puis il y a la fuite. Que cette fuite soit bénéfique, ou cette fuite, on le verra, a pu être aussi réprimée et punie sévèrement. Il y a la notion, et c'est avec la peste de Justinien, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on a la notion qu'il faut enterrer, et rapidement, les cadavres des personnes qui sont victimes du phénomène observé. Je l'ai déjà dit, mais on y revient parce que c'est une constante permanente, c'est prier. Donc le phénomène religieux par rapport à les phénomènes épidémiques, pandémiques est majeur. Et comme toujours, il faut trouver un responsable. C'est toujours vrai, mais c'était déjà vrai. Et donc on a le bouc émissaire qui est... il faut prendre celui qu'on ne peut pas blairer au moment où le phénomène se produit. Déjà, quand Oedipe avait été considéré comme un exutoire d'un phénomène épidémique, mais c'est surtout alors les juifs, les homosexuels, et ça c'est très ancien, et bien entendu, ça a finalement assez peu évolué. La nécessité de brûler, ça aussi c'est intéressant quand même, ça veut dire qu'on perçoit qu'il y a quelque chose qui va être amélioré par la crémation. Vous voyez que les premiers règlements sanitaires, la notion de quelque chose qui permet de lutter contre le phénomène infectieux, c'est 14e siècle, alors c'est semi-récent, avec des règles d'isolement, et c'est France, Italie, Espagne, c'est dans ces zones-là qu'on voit les premiers éléments écrits. Non? Pas d'accord? Sur vous allez voir, je reviendrai, la quarantaine, tout ça, c'est ces bassins méditerranéens. Ah oui, exact. En termes de conduite, sans qu'on sache très bien pourquoi, tandis que là, c'est des règles d'isolement qui sont un peu différentes. Dans la Bible, c'est conduite de vie plutôt, hein, pour éviter un certain nombre de problèmes infectieux. Port, etc. Et puis, j'ai trouvé ça aussi amusant, l'interdiction de vente d'objets pestiférés dans les pays de l'actuelle Belgique. Donc, dans les moyens de lutte, on va surtout s'intéresser aux moyens anciens. Il y a tous ces oracles, prières, processions. On peut dire que même ça a beaucoup servi à l'Église, et en particulier à l'Église catholique, de ces luttes contre les agents infectieux, avec la création de nombreux sanctuaires, des promesses de construire si jamais ça s'améliore. C'est comme ça que d'ailleurs, sur un vœu des échevins lyonnais en 1643, on va construire Notre-Dame de Fourvière. C'est pareil en Italie, c'est pareil un peu partout. Et qu'on verra fleurir un certain nombre de monuments. Je vous montrerai certains exemples tout à l'heure. Sinon, dans les moyens autres, il y a les moyens physiques. J'ai parlé déjà du feu, mais sinon, il faut brûler la chaux vive. Et puis les protections qu'on commence à voir apparaître avec ces habits, ces masques. Et j'y reviendrai aussi des aliments. Puis bien entendu, à chaque fois qu'on est sur l'incertain, la sorcellerie vient très vite, le charlatanisme en même temps. Alors si on va un peu dans les descriptions de ces phénomènes épidémiques, je vous en propose quelques-uns, en commençant bien évidemment à tout seigneur, tout honneur, par la peste. Donc la peste va d'autant plus être mise en avant que c'est les pestes et que fièvre, peste, tout phénomène infectieux est en fait une peste. À côté de la vraie peste ou des vraies pestes, il y aura toutes les pestes qui ne sont pas des vraies pestes. En tout cas, la peste est déjà une vengeance d'Apollon. On va voir qu'Apollon a une très très grande importance dans la constitution et l'apparition des maladies infectieuses dans le monde. À chaque fois qu'il en veut à quelqu'un, il crée une maladie infectieuse et donc il envoie la peste. Alors cette illustration
une peinture que vous voyez du XVIIe où David châtié par Dieu avec la peste. Alors, il y a les pestes très anciennes, dont la plus connue, la plus ancienne est la peste de Thucydide, moins 430, peste de Thucydide qui n'est pas forcément une peste. Elle est étiquetée comme telle, mais il est possible qu'elle ait été en fait un typhus qui se soit répandu, favorisé par les guerres du Péloponnèse. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, les prières et les oracles font rien du tout. Bon, ça on pouvait s'en douter. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les sujets qui sont guéris, ils ne vont pas le refaire, ou s'ils refont, c'est pas mortel. Et c'est l'observation très intéressante de la protection assurée après une maladie infectieuse. Donc là, c'est là où on voit quand même la finesse de l'analyse et de l'observation qui aboutit à des conclusions qui, compte tenu de ces périodes, est quand même assez poussée. Bon, pestis, fléau, ça Et alors, Thucydide, voilà, je vous dis extrait littéraire pour agrémenter. Donc, Thucydide décrit très bien. Ils tombaient les uns après les autres, contaminés par les malades au chevet desquels ils se pressaient. Il y a quand même de la solidarité. D'abord, on éprouvait de violentes chaleurs de tête, les yeux devenaient rouges et enflammés, la gorge et la langue sanguignolente, la lymphe, etc. C'est pour ça que c'est pas à l'évidence, c'est une peste. Que ça peut être de la peste pulmonaire, c'est vrai, mais typhus, pourquoi pas. Alors après les Thucydides, on passe à la peste de Cyprien, et puis une peste qui apparaît un peu plus tardivement, en 500 à peu près, qui vient d'Éthiopie, qui remonte Péluse, c'est dans le delta du Nil, Alexandrie, Antioche, l'Afrique du Nord et l'Europe, Constantinople, etc. Et il va y avoir toute cette extension géographique avec un nombre de morts tout à fait important. Et puis ça s'enclenche vers l'Europe occidentale, l'Angleterre, et il va y avoir, à partir de là, tout un tas d'implantations d'épidémies de peste sur le continent européen, et on aura bien du mal à s'en débarrasser. Dans cette période, il y a un pape même qui décède de peste, le pape Pélage II, et son successeur, qui est Grégoire, dit Grégoire de Tours, eh bien, va organiser une procession et, à Rome, et apparaît à ce moment-là l'ange exterminateur avec son épée, et l'épidémie cesse immédiatement. D'où la construction du château Saint-Ange à Rome, en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Et puis, on arrive à la grande peste. Alors, la très, très grande peste, c'est 1300. Grande peste qui est dit peste noire, qui semble venir de Chine. Elle vient de Chine, et puis on va le revoir aussi, elle va passer à travers toute l'Asie centrale, et progressivement est transférée au fur et à mesure des avancées des Mongols vers l'Europe. Et la bataille de Kaffa, qui est la prise d'une ville un petit peu à l'est de l'Europe, sera faite avec des pestiférés, des cadavres de pestiférés qu'on envoie par-dessus les murailles avec des projectiles, et il va y avoir une extension de l'épidémie de peste à partir de ces villes infectées dans un but guerrier. Et c'est comme ça que tout, après, selon la carte que vous voyez, tout le bassin méditerranéen va être concerné, Marseille, Venise, Barcelone, et on rentre dans toute cette période extrêmement préoccupante de la peste en Europe, avec toutes les villes que vous voyez marquées ici, avec des personnes qui vont s'illustrer. À Montpellier, Guy de Chauliac, pour ceux qui connaissent Montpellier, il a son hôpital à Montpellier, et où, dans le Décaméron, on parle
de la peste, ces jeunes qui se distraient, mais qui également vont mourir de la peste. Et donc, toute cette extension sur plusieurs années, avec une peste qui est soit une peste bubonique, essentiellement, avec la représentation que vous voyez ici de Saint-Roch, qui montre son bubon avec son doigt, et qui sera un des saints les plus priés pour lutter contre la peste, soit des pestes pulmonaires, qui correspondent un peu plus au descriptif qu'on a vu tout à l'heure. En tous les cas, une mortalité très élevée, là encore, les boucs émissaires et les essais de traitement. Prier Saint-Roch, sûrement. Saint-Sébastien, où il y a la représentation des flèches comme étant le symbole de la peste, et des mesures quand même qui commencent à apparaître de prévention, d'éviction et de tentatives de contrôle sanitaire. Et c'est là où on commence à voir apparaître, en dehors des protections comme les masques et les tuniques, et la notion, l'encens, le vinaigre, le sang de vipère, la bave de crapaud, enfin tout ça qui est utilisé, les purges, les saignées, etc. Et cette phrase que j'ai retrouvée, qui était utilisée au Moyen-Âge et à la Renaissance pour lutter sitôt longué tardé, part vite, va loin et revient tard. Et je ne sais pas si vous... Fred Vargas a fait un livre qui traite, un roman policier, qui traite de la peste et qui s'appelle « Part vite et revient tard ». Ça vient de cette citation ancienne. Et alors, c'est sans doute dans cette période qu'on voit apparaître la quarantaine, qu'on appelle la quarantaine, qui est initialement décrite à Raguse, donc en Sicile, en 1377, et qui s'appelle la Trentina. Donc, et c'est plus tard, à Marseille, qu'on va passer à la quarantaine. Plus long. C'est dans le sud de la France, les revendications d'arrêter les gens plus longtemps. Voilà. Et avec des conséquences démographiques de cette grande peste qui sont quand même particulièrement impressionnantes, quand on voit le nombre de décès estimés, le nombre de réductions de population, que ce soit en France, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, tout ça est assez impressionnant. Alors on peut encore continuer quelques explorations pour situer des gens. Nostradamus, dont on peut dire beaucoup de mal, a été quand même, paraît-il, très impliqué positivement dans la lutte contre la peste, en s'occupant beaucoup de ses compatriotes. Alors, il luttait contre la peste en prenant des pastilles de rose. Il suçait des pastilles de rose en même temps qu'il traitait les lépreux, oui, en fait, les pestiférés, excusez-moi, il y a une erreur. Et il va mettre au point même des confitures à base de plantes, et confitures qui guérissent, en 1552. Voilà. Et puis, bien sûr, alors, quand même, un hommage à celui qui va faire évoluer vraiment la lutte contre la peste, Alexandre Yersin, qui va découvrir le bacille de la peste et qui va, à partir de ce moment-là, organiser un système de lutte plus efficace contre cette maladie infectieuse, dont il reste encore des foyers, y compris en Iran. Juste un petit mot, parce que les Anglais se sont beaucoup épanchés sur cette peste noire, qui les avait agressés dès 1348 et qui vont lutter comme ça progressivement. Et la première à être prise de terreur, dit-on, c'est Élisabeth Ier, qui va se réfugier à Windsor. Et elle fuit, mais elle exige que les médecins restent à Londres, et tout médecin qui partait de Londres pour fuir la peste était soumis à la potence. 1569, interdiction de tout rassemblement. Et puis, donc c'est comme ça qu'on va tout construire de l'autre côté de la Tamise, parce que de l'autre côté de la Tamise, c'est mieux, il est moins infecté qu'au nord de la Tamise. Il y a des personnes célèbres qui vont exercer leur talent en partant de Londres, Shakespeare,
Et vous voyez que les épidémies succèdent et que, en fait, le terme sera mis brutalement, mettra fin à la peste grâce à l'incendie de Londres. Un des avantages. Et dans les remèdes, alors il y a différentes choses. Alors on offrait des bouquets de fleurs à base de différentes plantes, dont des roses. On utilisait la bergamote, il paraît que ça marchait pas mal. La sauge et le romarin un peu moins bien. Et puis l'angélique. Alors, il y a un autre nom, tu m'as dit, mais je ne sais plus. Je ne suis pas assez botaniste. Mais l'angélique, puisque signalée comme antipesteuse par un ange. D'où son nom. Alors, je ne sais pas quel est l'autre nom de l'angélique. Si quelqu'un sait. Alors, évidemment, c'est là, comme je le disais tout à l'heure, que vont fleurir, en reconnaissance à l'arrêt de la pandémie ou de l'épidémie, tous les monuments qui vont fleurir en Europe. Ça, c'est un des plus célèbres, bien entendu, à Vienne, sur le Graben, le monument de la peste. Et puis, bien sûr, à Venise, où il y aura pour construire l'église de la Salute un pilier implanté dans le sol par personne guérie et réchappée de la peste. On dit qu'il y a 1 million de pylônes, j'en sais rien. De même, c'est en reconnaissance que Palladio construit l'église du Rédempteur. Et puis, vous voyez, il y en a partout. En Slovaquie, en Hongrie, en Autriche, à Reims. Et là, en haut, ça ne se voit pas très bien, mais au Sénégal. C'est au Sénégal, une photo où on voit le monument de la peste. Alors, deuxièmement, c'est le choléra, bien entendu. Alors, rassurez-vous, je vais aller plus vite sur les autres. Le choléra, dès l'Antiquité, quand même, on en parle beaucoup. Là aussi, ça vient de l'Est, la plaine du Gange. Hippocrate en avait parlé. Galien, c'est une des choses qu'il a faites, parce qu'il n'a pas fait autant de choses qu'on veut bien le dire, avec des pandémies qui vont se succéder dans le temps. Donc là, on est vraiment sur un phénomène cyclique pandémique, avec de temps en temps une émergence et qui se répand, soit en Europe, soit en Amérique, et des épidémies qui vont amener à la découverte assez tardivement de Vibrion choléré en 1937 par un certain Bouchard, qui laissera un pavillon d'ailleurs à l'hôpital Claude Bernard. Donc ça faisait quand même partie des notoriétés en maladies infectieuses. Juste pour illustrer, c'est comme ça s'est développé en France, et en France, c'est apparu l'épidémie en 1832, et vous voyez que c'est Paris, Seine-et-Oise, qui n'existe plus, Seine-et-Marne, puis ça va aller dans le nord, et par la contrebande, passer en Angleterre, pour s'étendre après un peu plus dans certains départements français. Ça, c'est une représentation pendant et déjà, les prises en charge avec les lits colériques. Alors, je ne sais pas s'ils sont percés comme on le fait maintenant, mais en fait, ça repose toujours sur la nécessité d'hydrater les gens sur des lits dits de colériques, où on vide d'un côté en bas et on remplit en haut la personne si on veut le sauver. Alors, je vous ai montré ça parce que j'ai utilisé lâchement des choses que j'avais fait très anciennement. On m'avait demandé de travailler il y a de nombreuses années sur l'implantation du choléra en Afrique lors de la 7e pandémie, c'est-à-dire la dernière, et on avait pu reconstituer, c'était pas inintéressant, la façon dont le choléra s'était répandu en Afrique. Et il était arrivé en fait par la côte, par cette partie de l'Afrique, Conakry, Freetown, avant de pouvoir s'étendre progressivement, vous voyez, vers le golfe de Guinée, et à partir de là, il va être transféré de Bouaké jusque dans une ville où il va y avoir un énorme foyer de choléra qui est Mopti sur le Niger. Et à partir de là, ça va se répartir et ça va se répandre dans tout le bassin du Niger. Et on pourra comme ça constater que c'est les piroguiers qui vont transférer les vibrions cholérés
partout dans la zone que vous voyez représentée géographiquement ici. Bon, ça c'est une précision, peu importe. Alors ensuite, troisième, et bien entendu très classique, c'est la lèpre, qui est aussi une maladie qui a répandu la terreur et qui apportait des choses un petit peu différentes. Ça, c'est la représentation d'un certain nombre de choses de la lèpre, dont la léproserie assez célèbre que certains d'entre vous ont peut-être visité en Crète, qui est l'île des lépreux. C'est assez impressionnant. La lèpre est connue, bien entendu, depuis très 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 longtemps. Elle est décrite dans le Code d'Hammurabi. Description très très ancienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à cette notion à travers la lèpre, qu'il y a une punition, et que c'est les impurs qui sont atteints par la lèpre. Elle va, alors là aussi l'Évangile l'a largement promu dans cette impureté, avec une extension européenne qui va s'éteindre progressivement, une recrudescence au moment des croisades. Et donc là, on a l'incurabilité, la malédiction qui aboutit à l'exclusion et tout ce qui tourne autour du phénomène d'exclusion pour repérer les gens et les cloîtrer dans des léproseries, les faire circuler avec la crécelle, la fameuse crécelle, avec les clochettes pour que les gens aient le temps de s'échapper et de disparaître quand on les voit passer. Le typhus exanthématique, je suis obligé d'en dire un mot puisque j'ai évoqué à travers la peste le typhus, et c'est possible, là encore, j'y reviens. Ce qui est intéressant, c'est que le typhus s'est répandu dans différentes zones géographiques favorisées par les circonstances, c'est-à-dire la guerre, les famines, des circonstances très défavorables à la vie de l'homme, mais avec des poussées importantes, mais connues déjà depuis longtemps. Vous voyez que ce monsieur, qui est quand même qui devait être assez bon, qui est un médecin italien, Trescator, 1536, avait trouvé qu'il y avait le rôle des puces dans ce phénomène infectieux favorisé et qui apparaissait au moment des guerres et des famines et dans des conditions de promiscuité de mauvaise qualité. Et puis, il y a cette maladie très, très curieuse qu'on arrive mal à expliquer, qui a existé, qui a posé des problèmes majeurs au moment où elle a sévi et qui a disparu complètement, qui est la suette. Or, la suette, elle a surtout sévi en Angleterre, d'où suette anglaise, Sudor anglicus, pestis britanniae, aux alentours de 1480, et au moment de la guerre des Deux Roses, surtout, avec des poussées successives, et qui se caractérisait essentiellement par la fièvre avec des sueurs. Les gens perdaient des litres d'eau et mouraient dans un état comateux qui devait correspondre aussi à des états de déshydratation. Et cette suette, qui va donc sévir en Angleterre, va quand même passer sur le continent européen pour aller en Allemagne en particulier, et puis pour ce qui concerne la France, un petit peu dans le nord de la France, mais finalement pas tellement, et puis qui va disparaître. Et elle réapparaîtra peut-être, il y a des descriptions qui ressemblent en 1906, en Charente, à quelque chose qui ressemble à la suette. Alors, inconnu, on ne sait absolument pas, on suppose que c'est d'origine virale, et certains ont pensé que ça correspondait à des périodes de déforestation. Donc, déforestation, contact d'hommes avec des réservoirs animaux, et réservoirs animaux qui pourraient avoir un virus. Et on le rapproche d'autant plus qu'il y a eu une constatation récente, cette fois, quand on a fait la transamazonienne au Brésil et qu'on a déforesté, eh bien, parmi les travailleurs qui déforestaient, est apparu un virus qui s'appelle Oropucha et qui était responsable d'un syndrome d'allure grippale avec un risque grave d'encéphalite. Et c'est le fait de déforester qui mettait au contact l'homme avec des vecteurs et avec des réservoirs animaux qui n'étaient pas habituels. Alors c'est possible que ce soit la même chose, c'est pas du tout certain. Un mot ou quelques mots sur la variole, bien évidemment. Alors on pense que Ramsès V est mort de la variole,
que cette maladie est décrite en Chine, avec la dynastie Shu, qu'elle est connue en Europe à partir du VIe siècle, et que curieusement, alors là, il n'y a rien ou très peu de choses en Grèce et à Rome. Il faut attendre en fait beaucoup plus récemment pour qu'on voit les descriptifs de la variole avec la colonisation en Amérique, etc. Et l'extension surtout avec les Espagnols qui vont transférer aux Indiens, aux Mayas, le virus et entraîner une extension très importante de la maladie. Alors là toujours un petit côté un peu pervers chez moi, les Espagnols vont lutter en mettant en place des moyens de protection, la quarantaine localement, avec un but quand même de protéger les populations. Et dans les colonies anglaises, dans les pays, on ne fait rien pour tuer les occupants et donc occuper à leur place.